Salut à tous, ici Envergure en vidéo, mais ce sera aussi disponible en podcast évidemment. Aujourd'hui au programme, une petite analyse, une grosse analyse du top 8 de la draft. Pour des analyses, il faut des analystes. Donc nous chez Envergure, vous le voyez, notre Romain Leroy, il est de retour. Comment vas-tu Romain? Je voulais vous répondre en alsacien, mais je peux pas, donc ça va, y a pas de souci. Après ces 832 matchs joués cette saison, comment est-ce que tu te sens? Deux finales forts et une saison beaucoup trop longue, ouais, écoute, ça va, y a pas de souci. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, il est assistant à la SIG, demi-finaliste de BCL et de JP League quand même. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais isolé derrière? Ah, pardon. Voilà. Il est là, il est très occupé parce que c'est une personnalité du PAF, en fait, voilà. Rémi Reverchon est là. Salut Rémi. Salut les copains, je suis désolé, hein, je suis ravi d'être avec vous, mais comme d'hab, je suis dans la rédac de BeIN, donc soyez pas surpris s'il y a des gens qui viennent se demander ce que je suis en train de foutre. Les gens qui font Wimbledon à côté, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Bon. On va pas parler tennis aujourd'hui, mais on va parler justement de la draft. Alors d'habitude, toi en vidéo, t'es plus en train d'interviewer des Hall of Famers, mais on te remercie de redescendre d'un étage avec nous. Tu rigoles. Je pense que Tony Kukoc serait flatté d'avoir pris les devants de Romain Leroy, quoi. À minima, ouais, à minima. Avant de commencer, juste un petit cadeau, petite annonce. On peut le dire que vous serez tous les deux le soir de la draft sur On peut, si c'est à moi que tu poses la question, en tout cas, oui. La draft, ça sera comme d'hab en live sur BeIN le 28 au soir. On sera avec Romain. Techniquement, s'il peut se libérer, j'espère, avec Bob Sud, comme d'hab, pour refaire la team qui avait annoncé ça l'an dernier. Donc voilà, on va revivre ensemble cette belle soirée avec Romain. Ouais. Bonne nouvelle. C'est magnifique, voilà une très bonne nouvelle qu'on vous annonce. On est une nouvelle fois honoré de l'invitation chez Envergure d'amener notre petite expertise sur le plateau via ce beau gosse de Romain. Alors, 29 juillet, c'est ça, 28-29 juillet, draft sur beIN Sport. Nous, on sera chez la First Team aussi. Maintenant qu'on a fait les présentations, jeu de rôle, mock draft, on va faire comme si on était le soir de la draft. Romain et Rémi vont être les décideurs des franchises. Donc Romain représentera plus le côté scouting, Rémi sera plus côté general manager, donc celui qui vraiment valide la décision à la fin. Et moi, je serai modestement Adam Silver. 3 minutes par équipe. Avant d'y aller, Romain, est-ce que tu peux juste en 2-3 mots dire ce que fait le directeur de scouting, enfin, quelle analyse il apporte, quelle info il a? Le directeur du scouting, c'est celui qui va prendre la décision avec le front office, qui va centraliser les infos un petit peu et qui va soit faire le bon choix, soit faire la bêtise, pour faire simple. C'est celui qui est payé pour faire soit le bon choix, soit la bêtise, en gros. Donc, dans certaines franchises, dont celle dont on parlait tout à l'heure avant de commencer à enregistrer, c'est plutôt des bêtises. Dans d'autres, ça peut être parfois des bonnes décisions. Donc voilà, c'est un petit peu le rôle après d'une franchise à l'autre. Vous avez soit le directeur du scouting, soit l'assistant GM qui est directement dédié à ça. D'une organisation à l'autre, ça peut varier un petit peu, mais la finalité est la même. On ne citera évidemment pas la franchise dont tu parles Non. avant tout. Rémi, toi tu seras le GM, donc on va te demander un peu plus d'avoir un œil sur l'ensemble, le manager, toutes les composantes du club, le contexte, le coach. C'est toi qui va donner ce contexte, le jauger, puisqu'un choix de draft c'est quand même un mélange entre évaluer un talent et le placer dans un bon contexte afin de maximiser. Premier choix de draft. Romain, ça va te faire plaisir. On commence par Détroit, les Detroit Pistons. Donc Rémi, tu vas être Troy Weaver. C'est sympa. Et tu as le premier choix et c'est parti. Alors parle-nous de Détroit. Est-ce qu'on prend tout simplement, on a le premier choix, est-ce qu'on prend le meilleur talent disponible ou est-ce qu'on se pose des questions d'alchimie? C'est l'éternelle question. Déjà, je suis ravi d'avoir ce premier pick de draft avec ces Pistons. Alors bizarrement pour une équipe qui a un premier pick, pas l'équipe qui a le plus de besoins à remplir, j'ai l'impression. C'est une équipe qui a des pièces qui sont en train de se mettre en place, qui part de loin en termes de construction, mais quand même il y a des trucs dans cette équipe chez les Pistons. Il y a Jeremy Grant
en simili franchise player pour l'instant. Il y a des jeunes joueurs, il y a Sadiq Bey, il y a Kylian Hayes qu'on va vouloir revoir sur une saison pleine. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde l'effectif là-dedans, qu'il manque déjà de scoring pur. Et j'ai l'impression qu'on manque de celui qui devra, à court ou moyen terme, être le franchise player de cette équipe. Il faudrait trouver un talent avec un premier pick de draft qui, dans 2, 3, 5 ans max, pourrait emmener cette franchise vers les playoffs et plus haut. Oui, parce que tu as dit simili franchise player, donc ça veut dire qu'il manque le alpha dog, comme dit. Romain, qui est candidat selon toi? Bah, sur le premier choix cette année, je pense qu'il y a quand même un consensus global. On peut pas forcément aller ailleurs que sur Cade Cunningham, parce que sur ce qu'il peut apporter, notamment sur le scoring, les capacités de devenir franchise player, ça me paraît faire sens. Voilà, ça peut scorer, ça doit gagner un petit peu en création, mais c'est NBA ready, même si athlétiquement il y a des petites questions. Malgré tout, c'est un meneur de jeu à 2 mètres, qui a été leader de son équipe et qui a des choses à faire valoir. Donc difficilement faire autrement que sur Cade Cunningham, je pense. Rémi, t'en as sans doute déjà entendu parler quand même si la draft c'est que dans un mois. Ça fait un moment qu'on le connaît, Cade Cunningham. Tu valides tu valides le choix. J'ai évidemment pas votre expertise en termes de scouting des mecs, mais sur Cunningham, comme dit Romain, il y a consensus. Ça a l'air d'être le plus fort talent et assez loin de ce que je comprends dans cette classe. Donc, ce serait difficile de passer à côté pour une équipe comme Détroit qui a besoin de talent de toute façon. Donc, oui, je valide évidemment. Très bien. Bon, côté, ça joue avec la balle, mais il sait jouer aussi sans ballon. Donc, certains vont peut-être voir ça comme une mauvaise nouvelle pour Kylian Hayes. Je suis pas vraiment de cet avis. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est le favori pour le first pick et c'est ce que vous avez choisi. Deuxième pick. Je remets le chrono à 0 parce qu'il a été plus rapide que le chrono. Là, il y a un peu plus de questions sans doute. Rémi, tu es Raphaël Stone, le GM des Houston Rockets. Et c'est parti. Alors, parle-nous de ces Rockets. De quoi ont-ils besoin? Mon Dieu. Alors là, c'est pas le même cas de figure que Détroit parce que pour le coup, tu as besoin de quasiment tout, mais vraiment de tout. Alors ça me fait, si on prend ce qu'il y a dans l'équipe aujourd'hui, parce qu'on sait qu'elle a été complètement explosée cette équipe avec le départ de James Harden l'an dernier. Il y a encore John Wall qui est là-dedans. Moi, ça me fait mal au cœur parce que j'adore ce mec, mais John Wall, c'est de la chair à canon dans le sens où dans l'immédiat pour eux, c'est de la matière à trade. Ils vont pas construire cette franchise autour de John Wall. Je vois pas ça arriver. Dans ce qui reste, une fois qu'on se libère de John Wall d'une façon ou d'une autre, je vois 2 joueurs majeurs ou que tu auras du mal à trader ou que tu as peut-être envie de garder, c'est Eric Gordon et Christian Wood, qui sont des pièces intéressantes dans des registres différents. Et du coup, alors s'il faut cibler un mec, parce qu'il faut bien cibler un mec sur ce deuxième pick, moi j'identifie 2 besoins principaux à Houston, de la défense dans la raquette, du poste 4-5 défensif, ce que n'est pas Christian Wood, clairement. Et du shoot extérieur. C'est une équipe, ça fait bizarre de dire ça pour Houston, mais qui a besoin de shoot extérieur. Donc voilà l'un des 2 besoins que j'aimerais remplir avec ce deuxième pick. Mais peut-être avant tout du talent, du coup, si c'est une équipe en... pardon, j'aurais dû commencer par là, mais ça va sans dire que Cunningham sera plus dispo. Donc si j'ai le deuxième plus gros talent brut, je peux piquer quasiment sur tous les postes, j'en aurais besoin de toute façon. Kevin Porter Jr. est toujours là-bas ou pas? Kevin Porter Jr. est toujours là-bas, hein. Oui, il est toujours là-bas, bien sûr. Donc ça fait partie aussi des joueurs intéressants, même si un peu valdingué. Romain, qu'est-ce qui te plaît comme profil avec déjà le deuxième plus gros talent et ensuite peut-être le fit qui rentre aussi en ligne de compte? Deuxième plus gros talent et intelligence en défense, c'est pour moi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai regardé ce matin un petit peu, Evan Mobley peut faire sens. C'est peut-être pas forcément dans la peinture qu'il y a le plus de besoin, mais son profil un petit peu longiligne, avec une vraie agilité, même si bon, ça met pas forcément encore assez l'épaule sur certaines choses et ça se désunit un petit peu. C'est intelligent en défense, c'est 16,8 rebonds avec USC, c'est 2m13 et 2,26 d'envergure. Je pense qu'il y a des arguments à faire valoir. C'est-à-dire si on part sur le ratio talent brut, potentialité, et éventuellement capacité à se projeter rapidement, je pense que Mobley ça peut faire sens sur le profil un petit peu poste 5 longiligne très mobile, ça peut être intéressant dans une équipe de Houston dont le jeu se cherche encore un petit peu. Donc voilà, c'est pas déconnant sur le deuxième choix.
Evan Mobley donc pour le deuxième choix. Rémi, c'est validé, ça te fait ça comble un des besoins dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la défense dans la peinture avant tout. J'ai ce besoin-là qui est comblé. J'ai un talent a priori important sur ce deuxième pick et j'en ai besoin du talent à tous les étages de toute façon. Donc je valide le choix d'Evan Mobley aux Rockets. Ouais. Choix numéro 3 dans la peau de Kobe Altman cette fois, puisqu'on part direction les Cavs. Donc là, Kate Cunningham est parti, je rappelle, Evan Mobley est parti en deuxième pick. Les Cavs, Rémi, qu'est-ce que pour toi doit rechercher cette franchise? Est-ce qu'on a toujours besoin d'une superstar qui score, quoi? Est-ce qu'on a toujours besoin? Alors, c'est une bonne question. Là, pour le coup, à Cleveland, autant les deux premiers choix, j'ai l'impression qu'ils sont faciles à effectuer, autant à Cleveland, il faut se poser des questions, il va falloir faire des choix, justement. Déjà, dans l'effectif actuel, quand tu regardes qu'est-ce qu'on fait de Kevin Love? Est-ce qu'il y a une décision qui est prise à un moment? Est-ce qu'on se décide à se séparer de Kevin Love? Est-ce qu'on arrive à se séparer de Kevin Love ou pas? C'est important. Le deuxième choix qui va être important, c'est est-ce qu'on croit vraiment toujours au duo d'arrière, là, un peu foufou, Colin Sexton, Darius Garland? Moi, la seule valeur sûre, vraiment sûr dans ce roster qui me plaît, c'est Isaac Okoro, drafté l'année dernière, qui a été bon. Clairement, si pour X ou Y raison, l'une des deux premières franchises vont pas sur Evan Mobley, ça peut me plaire parce qu'il va falloir renouveler ce qui se passe à l'intérieur. Mais si, comme tu l'as dit, Evan Mobley est plus dispo, je me demande s'il serait pas temps de faire sauter le duo Sexton-Garland, sans doute en gardant Sexton, j'imagine, et encore, je suis même pas sûr. Et pourquoi pas prendre un autre combo, un autre arrière. Ça pourrait être Red, effectivement. C'est vrai que c'est une option, on n'a pas forcément pensé, mais de toute façon, on va partir dans la période des rumeurs. Si tu veux rester sur ce principe de duo d'arrière, t'as la solution de Jalen Suggs, qui est pas inintéressante, parce que joueur leader dans une équipe qui est quand même reconnue pour son jeu globalement à Gonzaga, fort sur les changements de rythme, un petit peu encore turnover prone dans ce qu'il peut faire et perd encore un petit peu la balle. Il y a des aspects offensifs, je veux dire, à améliorer, mais dans l'idée, je pense que ça peut fit avec Sexton. C'est un joueur qui peut jouer sur les deux postes arrière. Bon, pas forcément de gros shooters à 3 points, mais des choses intéressantes quand même. Et une équipe qui a été loin sur le tournoi final, donc quelqu'un qui sait gagner aussi. Et je pense que dans une équipe comme Cleveland qui se reconstruit, avoir un joueur qui est habitué à gagner un petit peu et qui sait comment gagner au niveau universitaire, c'est pas inintéressant de mettre ça dans la balance. Plus lui que Jalen Green, donc alors on explique rapidement, mais en gros le deuxième panier de talent au niveau des joueurs, il y a Kate Cunningham qui est au-dessus, et ensuite il y a un groupe de 3, Mobley, Green, Suggs. En tout cas, c'est ce qui est vu par la plupart des observateurs. Là, tu serais plus Suggs que Green, toi. Ouais, je suis plus Suggs que Green, parce que Green, il y a quand même un côté vision un petit peu tunnel à certains moments qui associé à Sexton, ça peut faire beaucoup, ça peut faire un peu duo derrière, un peu kamikaze. Je préférais quelqu'un capable de plus jouer sur les deux positions et d'avoir je dirais pas un QI basket plus élevé, parce que le terme serait dur, mais quelqu'un qui puisse apporter un peu plus de balance sur la ligne arrière. C'est mon choix, je peux dire une connerie, mais voilà. Intéressant. Après, si on va Rémi, la question aussi, c'est est-ce que si on veut absolument Evan Mobley, voilà, qui apporterait de la sérénité à l'intérieur, renouvellement de Kevin Love, est-ce qu'on peut trader aussi d'une position, quoi, aller chercher le deuxième top? Cleveland a beaucoup à cette marge de manœuvre là. Après, la question de la marge de manœuvre, elle est toujours compensée par les valeurs de contrat. L'atout numéro 1 de Cleveland, est-ce que c'est un atout d'ailleurs ou un poids? C'est Kevin Love aujourd'hui. C'est-à-dire que Kevin Love, il y a un moment ou un autre, si tu le mets dans un package, il va falloir obtenir quelque chose en retour. T'as le troisième pick, t'as Kevin Love. Est-ce que ça peut pas t'obtenir ton deuxième pick? Tu mets du salaire pour contrebalancer, j'en sais rien. Après, si tu décides de te séparer de Darius Garland ou de Colin Sexton, ça reste des gamins qui ont de la valeur. Aujourd'hui, c'est des gamins qui ont un potentiel. Je pense que tu as moyen de packager pour monter d'un pic dans la draft pour aller chercher Evan Mobley. Ouais. Après, est-ce que Houston a intérêt à aller chercher à être surnuméraire en arrière? C'est aussi la question. Voilà, c'est toujours une question de fit. En tout cas, donc, est-ce que tu valides notre ami Suggs du coup sur les bases arrière, donc un meneur un peu plus gestionnaire, si je peux dire ça? Ça me va. Dans l'hypothèse où on fait sauter cette espèce de base arrière chelou là entre Sexton et Garland, ça me va. Ok.
Alors, partons là-dessus et on va filer tout de suite sur le choix numéro 4. Tu vas être dans la peau de Bobby Webster, mon cher Rémi, puisque c'est Toronto qui a fait le bon coup de la loterie quand même et qui monte en choix numéro 4. Alors, Toronto, ça a une situation très particulière quand même par rapport à une équipe qui normalement, quand on pique en 4, disons, on a plus de trous à combler que ça, quoi. Ouais, non, t'as raison. Ce que t'as dit, c'est un coup de shoot incroyable de piquer en 4 pour Toronto. Et tant mieux pour eux, hein, il en faut de temps en temps aussi. On sort du coup les Raptors d'une année étrange. C'est cette année un peu bizarre. On sait pas trop si c'était une année de transition, pas de transition. Ça jouait à Tampa. Il y a eu le trade avorté de Kyle Lowry au moment de la trade deadline et tout. Enfin, tout ça c'était un peu bizarre cette année à Toronto. Moi, il me semble qu'il faut commencer à préparer l'après Kyle Lowry. Il sera free agent là. On ne sait pas ce qu'il va faire. Personne ne sait ce que va faire Kyle Lowry. Il va intéresser du monde. Je pense qu'il faut préparer l'après Kyle Lowry et aller chercher un meneur ou un combo au pire. Plutôt un meneur parce que des arrières, j'ai l'impression que tu en as déjà. Un meneur pur dans cette draft, ça me ferait du bien, ouais, je pense. Ouais, un meneur pur, c'est intéressant. Donc vraiment combler un trou, quitte à peut-être descendre d'une marche en talent. C'est la question du coup pour Romain. Je te vois venir avec Keon Johnson. Non, Jalen Suggs pourrait faire sens là aussi par rapport au profil qu'il y aurait. Sinon derrière, si on part sur du meneur pur, on a Keon Johnson mais qui est peut-être plus limité en talent. Donc moi je suis à titre perso pas forcément. Ouais, c'est un combo. Puis moi je suis pas forcément un grand fan. Il faudrait que je creuse encore un petit peu. Sinon il y a la solution Sharif Cooper qui peut également dans un rôle de meneur scoreur apporter quelque chose. C'est encore très limité dans le tir à 3. Ça perd 4 ballons par match parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, est-ce que c'est pas en termes de talent brut le plus simple et la solution la plus rapide à partir du moment où Suggs est pas forcément disponible et que Johnson me rassure pas forcément. Après, il y a le côté choisir du talent aussi. On a entendu déjà des rumeurs de trade Siakam que les Warriors voudraient aller chercher, etc. Donc il y a des combinaisons qui sont possibles. Est-ce que il est envisageable quand même, Rémi, de drafter juste le meilleur talent disponible et ensuite de voir? Bien sûr, parce que cette franchise, moi, quand je te dis qu'on sait pas trop ce que c'était, si c'était une année de transition ou pas, c'est que c'est le genre de situation où tu sais les franchises se posent des questions et marchent à l'opportunité. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de chemin évident pour que Toronto redevienne un contender pour un titre NBA dans les 5 ans. Moi, j'en vois pas en tout cas. Donc, il faut sauter sur les opportunités. Si t'as rien qui se propose à toi cet été, comme tu disais, une opportunité de trade avec les Warriors, moi je l'étudie évidemment. Faire sauter le groupe et se séparer de Siakam, ça peut s'étudier, clairement. Si t'as pas ça, et ben tu draftes, oui, le talent le plus fort, ça peut être la solution la plus simple aussi. Hein. Et dans ce cas-là, on a du Jalen Green, on a peut-être du Scotty Barnes aussi. Je sais pas si tu l'aimes bien, Romain. On a peut-être du Scotty Barnes aussi. Scotty Barnes, c'est pas mal. Moi, les deux choses qui me gênent avec Scotty Barnes, c'est un pourcentage au lancer qui est catastrophique. Ce qui doit être à 62% ou quelque chose comme ça. On n'est pas sur des valeurs Chris Dudley, joueur cher à Rémi, mais on est quand même pas, voilà. Et derrière, il y a surtout il y a pas de tir extérieur et c'est peut-être un peu une limite, c'est-à-dire que ça va être un vrai profil intéressant, mais il y a pas de tir extérieur derrière. Donc j'aime beaucoup Scotty Barnes, mais ça me paraît encore un petit peu il est NBA ready sur le corps, mais il y a encore des choses à développer, donc à voir. Il faudra de l'amour. Je garde à l'œil la rumeur Ishmael Wainwright à Toronto, si tu veux. Bon, c'est plus une rumeur qu'autre chose, mais j'aimerais que Ish arrive à trouver un spot. Donc si ça peut être à Toronto et qu'il suit depuis longtemps, tant mieux. Mais bon, il y a pas d'infos, hein, c'est une rumeur. Bon, alors voilà. T'es sûr, hein, parce que j'allais le reprendre dans NBA Extra, sinon. Là. Non, c'est juste une rumeur. C'est juste que je l'ai vu passer ces derniers temps et bon. J'en ai parlé avec lui. Déjà, il y a l'intérêt de plusieurs équipes NBA sur lui, mais c'est de ce côté-là, c'est juste une rumeur. Et ouais, il y a des infos quand même sur Envergure. Ça tombe comme ça. Bon, vous prenez qui les décideurs là pour Toronto? C'est pas facile, hein?
Ah bah écoute, moi si je veux mon après Kylori, qu'on part pas sur l'idée de faire exploser l'équipe, est-ce que votre Jalen Suggs là il peut pas faire l'affaire? Ah, mais on l'a déjà pris en 3. Ah On l'a pardon, vous déjà avez pas pris pris. Green? Je Ouais. croyais qu'on avait pris Green en 3, pardon, excuse-moi. Non, Non, on a non, 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 il est parti. Bah, pour Et bah je me Toronto. remets à mon directeur du scouting, moi je veux un vrai meneur. dans ce cas-là, on part sur Sharif Cooper avec le risque sur le côté un petit peu encore à comment dire, à polir en termes de jeu, mais sur les meneurs purs, c'est ce qui reste de dispo à ce niveau-là. Pour moi, il apporte plus de garanties qu'Aaron Johnson, ne serait-ce que sur le scoring. J'adore. Le risque Sharif Cooper en 4, j'adore. Ça va. Il y a rien de rationnel dans ce qu'on fait, mais c'est pas grave, on s'enflamme, c'est pas grave. Ouais, mais c'est génial. Non, mais moi j'aime beaucoup Sharif Cooper, et pour avoir regardé les matchs au lycée, il shootait bien mieux qu'à Auburn où il a joué que 11 matchs. Donc c'est largement quelque chose d'envisageable en choix 4 pour moi. Après, opinion personnelle. En 5, nous avons une équipe qui a le choix 5 et le choix 8. Donc on va faire le 5, enfin on va faire dans l'ordre. Une équipe qui aime drafter des gens qui ont des longs bras. John Hammond, le GM d'Orlando. Rémi dans la peau de John Hammond. Qu'est-ce qu'on a du côté d'Orlando qui est qu'on doit forcément garder, quoi? Alors, Toronto, c'est quand même une équipe qui est au stage 0 de sa construction. Mais alors vraiment au stage 0 de la... je suis dur, hein, mais c'est la réalité du truc. Quand ils ont tout fait péter à la trade deadline la dernière, c'est clairement le but. C'est que d'ailleurs, ils ont même pas de coach d'ailleurs aujourd'hui. C'est que tu reprends toutes les fondations là. T'as 2 pics élevés, le 5 et le 8, tu l'as dit. Donc j'ai l'impression que ça t'enlève de la... Étrangement, ça peut paraître antinomique, mais ça t'enlève de la pression. C'est-à-dire que tu peux tenter des choses. Tu peux te permettre de tenter, tu as un pic au talent, un pic un peu surprise, un truc comme ça. Moi, cette équipe-là, alors oui, tu peux regarder ce qu'il y a dans l'effectif, tu peux regarder, tu te retrouves avec des Gary Harris, ton poste de meneur, tu sais pas trop parce que Markel Fultz est toujours un peu pété parce que Cole Anthony, tu n'as pas de certitude. Enfin bon, à tous les niveaux, de toute façon, tu as besoin de quelque chose. Moi, je pense qu'il faut que tu draftes au talent et au potentiel. Choisir les joueurs qui, dans 2, 3 ou 5 ans max, seront les plus forts possibles. Okay. Ça, c'est une directive claire. Qu'est-ce que ça va donner du côté du directeur du scouting? Je sais pas comment il s'appelle, le directeur du scouting d'Orlando. Si on draft au talent, je regarde là parce que j'ai le tableau devant moi. Si on talent, Jalen Green peut faire sens parce qu'il y a une vraie potentialité. Kuminga peut glisser là aussi, effectivement, et Scotty Barnes. C'est-à-dire que je vois 3 joueurs. S'il y a 2 pics, je vois 3 joueurs pour 2 pics, en fait, potentiellement. J'aime bien Book Knight, mais ouais, là, c'est pas évident. C'est vraiment une question de roster et de chantier. Green pour moi, s'il est encore dispo à ce moment-là, ce qui peut arriver, de toute façon, on est que sur le 5e choix, ça paraît totalement logique. C'est un petit peu en difficulté face au contact, mais c'est fort dans le drive, il y a du 1 contre 1. C'est un défenseur convenable, puis c'est quelqu'un qui peut assez vite se projeter en NBA, je pense, Jalen Green. Après, derrière, à voir, mais c'est ce qui me perd sur un poste de 3, ça me paraît correct à ce niveau-là. Pas de prise de risque, disons. On est sur du risque calculé et récompense à la hauteur du risque, je pense, et on sait vers quoi on va. Écoute, ça me va, moi. Poste 2-3, de toute façon, comme je vous dis, hein, là, Orlando, t'as besoin de partout. T'as Gary Harris, mais on ne sait même pas s'il va rester. Enfin, je suis preneur du plus fort mec sur un poste de 3, tout à fait. Et ben, Jalen Green s'est vendu, qui jouait déjà en G-League cette année, et qui a réussi à scorer déjà alors qu'il était plus jeune que tout le monde. Donc, c'est 18 points de moyenne en G-League, ouais, donc c'est quand même assez correct à son âge. Ouais, ça peut être pas mal du côté d'Orlando. On passe au choix 6. Orlando, on y reviendra pour le choix 8. Et le choix 6, qui sera le premier de beaucoup de choix puisque Oklahoma a, je sais plus, un certain pourcentage des choix de cette draft, mais ils en ont 3 au premier tour, 3 au second tour. Et donc, ils n'ont pas eu de chance à la loterie. Ils se retrouvent avec le choix numéro 6, Rémi. Alors là, est-ce qu'on continue à empiler les talents et puis on jette tout dans une marmite et on verra? Mais ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il n'y a pas de chance pour le coup de se retrouver à piquer en 6. Après la saison que tu as fait, tu pouvais espérer piquer en 1 ou 2 ou 3. Cette année, au Kessie, c'était, on va pas se mentir, c'était un centre de formation. Hein. C'était des espoirs qui jouaient. C'est intéressant, hein. Le groupe il est intéressant, mais c'est tellement jeune en fait. T'as un leader qui est clair, mais clair, c'est Shai Gilgeous-Alexander là-dedans.
qui est le joueur d'avenir de cette franchise, autour duquel tu construis. Mais t'as plein de mecs qui sont en train d'éclore. T'as le petit Lou Dort que moi j'adore. T'as Poku Sechki qui a monté des trucs. T'as Théo Malédon qui a été bon cette année. Les Basli, je regarde ici qu'il y a Moses Brown, c'est pas mal. Ah non, il était encore là en fin de saison, Moses Brown, je sais même plus, ça a tellement bougé cette année. Il est parti à Philly, non? Boston, je sais plus. Tu vois, enfin bon, ils avaient fait éclore des mecs. Là, ils ont repris Kemba Walker. Qu'est-ce qu'on va faire de Kemba Walker? Moi, je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire une Chris Paul avec Kemba Walker ou est-ce qu'ils comptent le trader immédiatement? J'en sais rien. Donc, faut voir. Écoute, c'est une équipe qui manque tellement de choses que moi, je drafterai à nouveau au talent. Parce que j'ai du mal à voir autre chose dans ta construction. Tu draftes au talent. Si possible, un mec qui a un petit attrait si tu veux t'en servir pour le scoring, parce qu'en dehors de Gilgeous-Alexander, il n'y a pas beaucoup de scoring dans cette équipe-là. Le plus gros talent disponible, le poste, vraiment, j'ai l'impression qu'on pourra le faire fitter un peu n'importe où. Dans ce cas-là, on est sur Book Knight ou Kuminga, à mon sens. Kuminga plus pour le côté, bon, il y a le côté hype, il y a le fait qu'il était déjà en G-League cette année, puis il y a un vrai potentiel. Alors c'est pas tout à fait finalisé, il y a encore un tir à 3 qui est en chantier, c'est même au-delà du chantier, parce qu'on a 25% sur la saison. Sinon on a Book Knight qui est un peu une espèce d'agence touriste du scoring, qui peut mettre des gros tirs. Les choix sont un peu compliqués, c'est pas forcément assez dans le catch and play, mais dans les deux cas, alors c'est des profils très différents, mais dans les deux cas, on est sur des joueurs qui peuvent apporter des points. Kuminga, peut-être une dimension physique qui le rend un peu plus intrigant, parce qu'il a 2-3, 2-11 d'envergure. Book Knight, c'est un petit peu plus petit. Tout dépend si on veut vraiment partir sur c'est une question de poste. Si on veut partir sur un 2 capable de scorer, ou sur du 3-4, qui pour moi finira forcément 4 de toute façon, avec peut-être des questions sur les genoux. On est un petit peu entre les deux pour moi là. C'est pas forcément simple de se décider sur ce profil-là. T'élimines Scotty Barnes du coup. Scotty Barnes, je vais me tromper en disant ça, hein, mais Scotty Barnes, il est NBA ready. Je vois pas un upside de fou, mais je le vois dans une équipe qui aura besoin de quelqu'un, pas dans une équipe qui a forcément besoin de talent, mais qui a un banger plutôt, quelqu'un qui soit prêt à jouer tout de suite et qui soit capable d'apporter des choses différentes. Là, si on est sur du potentiel, sur du talent, sur du scoring, moi j'aime beaucoup Barnes, mais c'est plus un joueur d'impact physique et un joueur de volume à l'heure actuelle qu'un joueur capable d'apporter sur le scoring. Alors Rémi, plutôt Kuminga sur les postes 3-4, plutôt James Book Knight sur le poste 2. Si tu me proposes ça, j'ai plus tendance à aller chercher un poste 3-4, même si on a déjà du Poku Sechki là-dessous. Je pense que Kuminga pourrait me convenir de ce que vient de dire Romain là. Gros défenseur aussi. Enfin, potentiellement, mais il est déjà très très bon en défense du fait de son corps, ses qualités. Choix numéro 7, donc OKC, choix numéro 7, Golden State Warriors, qui récupère le choix des Timberwolves. Tu es Bob Myers, Rémi, quelle belle position. Et tu vas nous dire ce dont tu as besoin. Il y a déjà des rumeurs de trade sur ce pick pour améliorer le roster immédiatement. Est-ce que ce serait une belle option selon toi? Ah oui. Là, il y a des vrais choix qui se font, qui vont se poser, enfin des questions qui vont se poser cet été là cet été, dans les jours qui viennent là pour Bob Myers et les Warriors. Vous savez, Golden State, c'est une franchise noble, hein, qui bosse bien, qui travaille dur depuis des années maintenant, et qui a eu du succès. Mais c'est une équipe qui traditionnellement a bossé sur le moyen voire long terme, qui a bossé intelligemment. J'ai l'impression que pour la première fois depuis longtemps, ils ont peut-être un besoin d'urgence du fait du vieillissement de ces stars en fait. On a Steph Curry et Klay Thompson, je vais faire mal à du monde en disant ça, mais ils rajeunissent pas les deux. Et la fenêtre de tir pour essayer de retourner chercher un titre avec ces deux-là, elle se réduit, tu vois. Donc le trade, j'y crois fort. J'y crois fort. Ça parle de James Wiseman beaucoup pour monter. Je serais pas surpris si Andrew Wiggins sortait aussi dans les rumeurs dans les jours qui viennent. Donc pourquoi pas monter dans la draft pour aller chercher quelqu'un. Si c'est pas le cas, parce que pour l'instant c'est pas prévu, donc si c'est pas le cas, j'ai l'impression qu'avec ces deux pics qu'ils ont, parce qu'ils vont piquer en 14 aussi, donc c'est pas mal, il faudrait aller chercher quelqu'un d'aussi NBA ready que possible, parce que pour la première fois depuis longtemps, ils ont besoin d'un mec qui va les aider dès cette année pour redevenir un contender, quoi. Alors. Pardon?
Dans quel secteur du jeu ils ont besoin Et bah, d'aide si on a quelqu'un de dispo sur les postes arrière qui soit NBA ready, je prends. Parce que Steph Curry et Klay Thompson, on voit bien avec les blessures qui sont accumulées avec tout ça, c'est plus. Enfin, si je peux éviter de les faire jouer 82 matchs à 34 minutes par match, j'en serais content. Romain. Bouknight. Ouais. Ça fait sens. Bon, même s'ils vont tout faire exploser, s'ils trade up derrière, Oui, tout ce qu'on a fait avant, ça restera la science-fiction. Mais Bouknight, dans ce cas-là, par rapport à ce que tu dis, ça fait sens parce que c'est un joueur qui est bon, c'est du scoreur de UConn. Alors, il y a peut-être pas forcément un plafond très très élevé, mais une polyvalence dans le scoring. Très athlétique, son parfait. donc c'est pas mal. Ce que tu me dis là, c'est bien. Un mec qui soit. On n'a pas besoin. Je pense que là, les Warriors, ils n'ont pas besoin du nouveau Steph Curry. Hein. Ils ont juste besoin d'un mec qui peut venir en rotation justement de Steph Curry et Klay Thompson et apporter ses 15 minutes, 18 minutes dès l'an prochain, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, je pense que Bouknight, c'est sûrement. T'auras moins de temps d'adaptation que sur certains profils peut-être plus talentueux, mais moins prêts à l'heure actuelle. Donc non, Bouknight, ça a du sens à ce niveau-là. Allez, de UConn à Golden State pour James Bouknight, donc sophomore des Huskies de Connecticut. On va finir avec le choix 8. On retourne à Orlando. Rémi, tu disais tout à l'heure, tu es dans la même optique qu'avec le choix 5. On ajoute du talent et puis on voit quoi. Alors ouais, c'est presque ça. Je t'avoue que j'ai pas tout noté. Je suis désolé, je suis un très mauvais GM. On a pris qui avec le pick 5 du coup? Jalen Green. On a pris Jalen Green avec le pick 5, ce qui est d'ailleurs un bon pick, je pense, en 5. Écoute, faut voir un petit peu ce qu'il y a encore de dispo en termes de talent. Là, si on prenait les 3-4 plus gros talents restant sur le board, Romain, tu me proposes quoi comme profil là? Je tenterai le coup Scotty Barnes, moi, sur ce coup-là, justement. Parce que pas forcément un talent fou, mais joueur avec du volume physique. Il y a peut-être un peu de manque aussi dans le secteur intérieur du côté d'Orlando, sur quelqu'un qui soit un peu dans la dureté, un peu brut de décoffrage, comme on sait le faire à Florida State ces dernières années, puisqu'ils ont sorti quelques mecs sur ces profils-là. Et Barnes en choix 8, ça me paraît pas déconnant. De 18 d'envergure sur le poste 4. Comme j'ai dit, un pourcentage de lancer franc qui est pas génial, une main gauche à développer. Par contre, il y a un vrai sens de la passe, donc il était à quasiment, il était à 4 passes de moyenne cette année, donc il peut être aussi facilitateur. Dans la construction du jeu, ça peut être intéressant. Puis une équipe qui se reconstruit, qui se cherche, peut-être avoir un mec déjà efficace dans l'impact, dans ces choses-là. Est-ce que c'est pas intéressant? En plus, ce côté régional de l'étape peut aider derrière. Donc moi, ça me paraît pas mal. Ça marche toujours. Et puis je regardais un peu le roster d'Orlando la saison prochaine. Poste 4, ça peut être intéressant parce que le 5, il est assez rempli. On a toujours Mobamba qui est là. Il y a Wendell Carter qui est arrivé de Chicago là dans les trades, qui est plus au fur et à mesure de sa carrière, qui devient plus un 5 qu'un 4, j'ai l'impression. Remplir ce poste 4 pourrait m'intéresser, ouais. Après, il y a la solution Isaiah Jackson, mais c'est un peu plus bas derrière Isaiah Jackson. Mais après, bon, on est plus sur du 5-4 sur du 5-4, du 4-5. C'est un peu Isaiah Jackson, tu stretches pas du tout. C'est beaucoup moins passeur. Donc encore une fois, après, tout dépend de qui va coacher, ce qu'on veut faire en termes d'orientation de jeu. Là, on est sur un poste 4 efficace physiquement, mais qui passe la balle. Jackson, c'est totalement différent. C'est ça, il y a quand même de l'upside si le shoot arrive un jour à se développer chez Scotty Barnes, même si on sait qu'Orlando est pas la meilleure franchise pour développer les tirs de ses prospects. C'est pas faire injure que de dire ça. On part sur Scotty Barnes, Rémi? Allez, vendu Scotty Barnes pour moi. Ok. Eh bien, on va récapituler. Cade Cunningham irait donc à Détroit, Evan Mobley à Houston, Jalen Suggs à Cleveland, Sharif Cooper à Toronto, à Orlando, Jalen Green et donc Scotty Barnes avec le 8. À Oklahoma, on a envoyé qui? Kuminga? Ouais, Kuminga à Oklahoma. Et James Bouknight à Golden State. Voilà le top 8. Le top 8 de la paire Reverchon-Leroy. Donc là, c'est des décideurs actuels qui auront
beaucoup de décisions à prendre, à part pour le premier choix qui est un peu attendu. Sinon derrière il y a quand même pas mal de suspense, donc on devrait s'amuser le soir de la draft. Merci beaucoup Rémi d'avoir Avec plaisir, les gars. Quand est-ce que vous nous sortez une mock draft 1.0 là chez Envergure, que je puisse aller voir ça là? Là on a le big board déjà, donc qui est notre classement à nous, sans Oui. prendre en compte les équipes, et la mock draft devrait arriver sous dizaines, on va dire. Parfait. On bossera là-dessus pour Bean. Merci Romain. Merci. Et puis à bientôt tout le monde. Évidemment, on vous renvoie, si vous voulez connaître tous les noms qu'on a prononcés dans cette vidéo, vers le site envergure.co. Il y a à peu près 60 scouting reports à l'heure où je parle, et il y en aura peut-être encore plus à l'avenir. Donc normalement, vous êtes blindés, même pour les prospects du deuxième tour, vous devriez être armés. Merci à tous, à bientôt, et on se retrouve sur envergure.co et en podcast. Ciao.